Vous le savez, on a des auditeurs qui adorent écrire. Antoine Bernier nous a pondu un roman qui est tout simplement fantastique. C'est Elliot, qui est un personnage qui retourne dans le passé en 1925, où il devra apprendre la vie rudimentaire de cette époque-là, mais également apprendre du passé, justement. Et vous pourrez retrouver plusieurs choses que vous aurez vues au fil des épisodes du trio économique au fil du temps. Même certains personnages vont vous faire penser à vos animateurs préférés. Ce livre-là est disponible sur Amazon avec Antoine Bernier à 22 $. Vous l'avez à l'écran, je vous l'affiche juste ici. Les leçons du passé, tome 1, le piège du confort. Je vous le suggère fortement, j'ai un malin plaisir à lire ça. Le livre d'Antoine est tout simplement excellent. Je vous le recommande fortement. Le trio économique est super content de vous présenter son premier commanditaire, l'avocat Jean-Sébastien Lebrun de chez Spiegel Ryan. Si vous avez besoin de conseils juridiques en matière fiscale, Jean-Sébastien, c'est le gars qu'il vous faut. C'est un avocat, un fiscaliste. Il vous offre une gamme complète de services pour répondre à vos besoins en matière d'achat, de vente d'entreprise, de planification fiscale et successorale et aussi pour résoudre des litiges fiscaux. Il offre un accompagnement spécialisé et personnalisé pour assurer la réussite de vos transactions et de vos affaires fiscales partout au Québec et même au-delà des frontières. Jean-Sébastien Lebrun de chez Spiegel Ryan, contactez-le au 514-866-3514. Bon épisode. Est-ce que je scrape ton intro? Arr, les petits moussaillons! Bienvenue à la droite pirate et son podcast. Non? C'est pas ça, on n'est pas à la droite pirate, nous? Ah, ben, ça dépend selon qui. Là. Fait que, cette semaine, aux pirates, parlons de nos ancêtres spirituels. Pourquoi on parle des pirates au juste, hein? Ça vient d'où? Il faut oublier qu'Yann, des fois, il pouvait vraiment faire détracter. Puis on n'a même pas commencé. Le train, Non, c'est ça, s'il fait juste 35 secondes. Le train, il n'était même pas parti. encore mis ses rails. Puis Yann, il est là. On va donner un coup de pied sur le train avant qu'il soit mis ses rails. C'est ça. Pourquoi attendre pour faire dérailler les choses? On aurait pu commencer en insultant l'Iris aussi. Là. C'est des façons de commencer un show. Ça fait partie de la procédure. Il faut commencer la procédure pour le faire. Okay. Ben, surtout que vu que tu n'étais pas là, puis Pierre était avec moi la semaine passée, il n'y a personne qui a parlé de l'Iris pendant presque 2 heures. Fait que là, cette semaine, il va falloir que tu double down. Il n'y a pas eu de... Fait que là, c'est ça. Il a l'air d'avoir été apprécié, le podcast sans moi puis Vincent, d'ailleurs, avec Pierre Desrochers. Ben, Pierre, écoute, c'est une machine. Là. Tu le laisses partir. Puis c'est sûr qu'aussi, avec un document de 165 slides, faut pas trop que tu l'interrompes si tu veux espérer finir. Ceci étant dit, c'est ça. Donc aujourd'hui, on parle des... on reste dans le thème quasiment avec Pierre la semaine passée parce qu'on a parlé beaucoup avec Pierre du commerce à voile, donc avant qu'il y ait l'invention du moteur à vapeur et ensuite diesel beaucoup plus tard. Donc Pierre nous a fait toute l'historique de cette révolution technologique-là, quand on passe de la voile, finalement, au moteur au charbon. Bon, bref, les gens, si vous avez manqué ce podcast-là, allez le réécouter. Mais Vincent, tu voulais parler de quelque chose de plus, en fait, plus précis dans la navigation ou le commerce maritime, qui est l'aspect des pirates. Ben en fait, c'est toi qui me l'avais demandé aussi. Hein? Faut pas... Ben oui, parce que tu n'avais parlé un moment donné, puis tu étais là, je pourrais faire un podcast complet là-dessus, puis là, tu t'en allais changer de sujet, puis j'étais comme, attends un peu, je pense que c'est une bonne idée, podcast complet sur les pirates. Là. Ben écoute, j'ai accepté l'offre qu'on fasse un épisode complet sur les pirates, mais vu par des économistes, puis ça donne bien. À George Mason, il y a un de mes collègues qui s'appelle Peter Leeson, qui a écrit un livre qui a le titre le plus cool de l'histoire de l'humanité. Ça s'appelle The Invisible Hook. Au lieu de la main invisible, c'est le crochet invisible. Puis c'est l'analyse économique des pirates. C'est un livre qui a été... je regardais un peu parce qu'il a été publié en 2009. Puis il était New York Times bestseller, ce qui est très rare pour un livre académique de réussir à être sur la liste des
des best-sellers, puis il a gagné plusieurs prix, justement, de livres de non-fiction. Et c'est qu'une analyse économique des pirates. C'est vraiment un livre assez cool. Puis quand tu me l'as demandé, mon premier réflexe, c'est d'aller vers ce livre-là pour dire ben, comment est-ce qu'un économiste verrait les pirates. Puis la réponse, c'est ben, pas mal comme n'importe quelle organisation criminelle. c'est, Comme un gouvernement, en fait? Ben oui. Écoute, parce que la distinction, c'est qu'il faut que tu... puis, contrairement à beaucoup de personnes, moi, la chose qui m'intéresse, c'est la gouvernance. Le gouvernement, c'est une forme de gouvernance. Donc, oui, tu pourrais techniquement mettre le gouvernement dans la liste des choses, comme si tu veux le présenter, mais c'est quoi que les pirates... Pourquoi est-ce que les pirates ont été populaires, de un? Puis comment est-ce qu'ils se sont organisés? Parce que c'est quand même pas facile d'organiser des gens. Nous, toi puis moi, on fait des échanges, puis quand on fait des échanges, un ou deux trichent, on peut aller à la cour, on peut aller voir des policiers, on a des mécanismes de résolution de nos différends, mais Il y a qu'est-ce été qui un temps arrive? sur l'eau, il ne se passait rien en termes de surveillance. Là, je veux Ben, dire, la garde côtière, ça n'a pas été inventé en 1400. Là. oui, mais aussi, tu sais, il y a quelque chose d'aussi simple que les drug dealers d'aujourd'hui. Si un drug dealer vole un autre drug dealer, c'est qui est l'arbitre du différend entre deux personnes? Ben, je te Donc, dirais, quand j'écoute Sons of Anarchy, c'est pas la police. ben, c'est ça. Fait que, tu sais, mais comme économiste, nous, ce qui nous intéresse, c'est ben, si organiser la production était impossible, tu n'aurais pas dû les voir émerger. S'ils ont émergé et ont persisté pendant des très longues périodes, et encore aujourd'hui, il y a des formes de piraterie qui se produisent, ça doit être qu'il doit avoir une solution qui a émergé au problème d'organisation à l'intérieur de la firme ou ici du bateau pirate. Puis il faut juste commencer à décortiquer un peu l'angle de comment on analyse des organisations criminelles ou non. Fait que j'ai envoyé, dans l'esprit très déroché, mais en moins de diapositives, j'ai envoyé à Frank un peu Oui, il y en a le- juste à peu près 15 fois moins. Fait que c'est pas si pire que ça. Mais mais juste parce que je veux. Peut-être j'empiète parce que je n'ai pas regardé ce qu'il y avait dans le document. Tu viens juste de me l'envoyer. Mais ma première question, c'était est-ce que le travail de ton collègue, ça s'inscrit un peu dans ce qu'on parle depuis une couple de semaines là, d'histoire économique ou c'est plus contemporain, là, dans le fond, c'est les deux. En fait, OK, parce que il quand les passe de gens un. pensent à parce que quand les gens pensent à piraterie, là, on se connaît notre dans la tête, c'est soit genre Pirates des Caraïbes ou des bizarres sous des bateaux en train de couler au large de la Somalie. Là. Ben, écoute, Euh, la réponse, c'est que tout ce que tu apprends pour les pirates des pirates des Caraïbes, c'est la même chose que les pirates aujourd'hui. Ils ont les OK. mêmes types, bon, avec des technologies différentes, mais Ouais, des ouais. problèmes similaires. Puis la question, c'est comment est-ce qu'on analyse ça. Puis, tu sais, j'ai mis quelques images, là. Fait que, tu sais, pour mettre un peu le contexte, la première, c'est on est dans l'époque des bateaux à voile. Donc, on est clairement avant le moteur, voyons, avant les bateaux à vapeur. On est clairement avant ça. L'image, par contre, qu'on a des pirates, c'est quelque chose d'excessivement violent, où est-ce que tu attaques des navires, tu pilles des Mhm. navires, mais tu ne fais pas égard à la nation que tu attaques. Et ça, c'était la grande distinction des pirates. Fait que, tu sais, là, ça, c'est la deuxième image. Je vais juste montrer un peu pour que les gens s'imaginent. Tu as ici une attaque de pirates. Ici, c'est Barbe Noire qui attaque un navire français. Et ce qui est important des pirates, c'est qu'ils sont différents d'un groupe qui s'appelle des corsaires. Les corsaires, c'était que tu recevais ce qu'on appelait une lettre de marque qui était donnée par ton Mhm. roi pour attaquer les navires des autres nations et tu pouvais faire ce que tu voulais. C'était une forme de privatisation de la défense. Où est-ce que Un tu genre de vends? mercenaire, autrement dit. Là. Euh, oui, mais tu avais une restriction, tu n'avais pas le droit d'attaquer des navires. Si moi j'avais une lettre de marque du roi de France, je n'avais pas le droit d'attaquer des navires français. Euh, Ici, le pirate se distingue il ne discrimine pas. Il était dans la OK. diversité, l'équité et l'inclusion. Ouais, c'est Il ça. pouvait attaquer. Ils étaient très divers dans les formes d'attaque. Et donc, tu n'avais pas de problème à attaquer des membres de ta nation. Par exemple, William Kidd, Jack Calico, Anne Bonny, Jack Steed attaquaient des navires anglais alors qu'eux-mêmes étaient
on peut l'entendre un peu au nom, étaient des Anglais. Donc, ils étaient prêts à attaquer. Et généralement, ce qui se passe, c'est que les pirates sont fondamentalement, anciennement, des corsaires. Ils ont juste fait une petite étape de plus où ils se sont dit, C'est des corsaires anarchistes. ben c'est ça, ils ont décidé qu'ils ont pris la lettre de marque du roi plus souvent qu'autrement, ils ont décidé d'attaquer les autres. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'ils ont quitté la lettre de marque, ils ne peuvent plus recourir à ce qu'on appelait à l'époque les cours de l'amirauté. Les cours Admiralty Court en anglais, c'était. Tu avais des tribunaux pour ces questions-là qui étaient largement des tribunaux d'affaires maritimes. Et si tu quittais ça, ben, tu quittais tout l'appareil de résolution des différentes de droits de propriété. Si c'était un navire marchand qui avait été converti en bateau pirate, ben, tu n'as plus le même recours en termes d'action, de propriétaire. Tu as tout un autre problème économique qui apparaît. Et tu te retrouves à avoir le même problème. Ça, c'est la prochaine diapositive pour montrer à quel point ce que je t'avais de dire coupe à travers plusieurs fields. Toutes les organisations criminelles ont ce problème-là. Tu as le livre de Leeson, mais le livre de Leeson, il est construit en partie sur un livre que moi j'aime beaucoup, Codes of the Underworld, How Criminals Communicate, par Diego Gambetta. Puis tu as aussi des gens que Leeson a créés à partir de sa recherche, notamment David Scarbeck sur comment les gens s'arrangent en prison. Donc, pourquoi il y a des gangs de prison. Il y a toutes sortes de codes d'honneur dans ces affaires-là. Ben c'est ça, mais le problème, c'est qu'est-ce que tu dois gouverner? Fait que tu sais, il faut que tu t'imagines que tu es dans un. Puis là, la prochaine slide fait un tableau qui résume tout. Fait que tu sais, Frank peut le mettre, puis les gens vont voir, mais je vais comme résumer ce que j'ai mis dessus. C'est que, tu as un environnement sans loi. Dans un environnement sans loi, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de gouvernance. Il faut que tu trouves une manière puisque tu n'as pas de tribunaux, il faut que tu trouves une manière de régler des différends. Et dans les organisations criminelles, ben là, ce que tu as, c'est que tu as des systèmes de loyauté. Donc, souvent, pour ceux qui ont écouté Les Sopranos, exemple classique, pour devenir un made man, tu devais avoir un rite d'initiation que tu devais participer. Mais tu sais, un rite d'initiation, c'est que tu dois essayer de trouver celui qui ne fera pas de défection du groupe. Fait que, tu es en train de faire payer un coût d'entrée à la personne pour qu'elle se joigne à l'activité, mais tu essaies d'éliminer ceux qui sont moins fiables à travers le rite d'initiation. Donc, ça dans les motards, là, mettons le striker, des strikers avant de devenir motard. Puis... Ben, tu vas regarder un autre étudiant de Leeson regarder les motards. Une des choses que les motards doivent faire, Ennio Piano travaille sur ça. Qu'est-ce que les motards doivent faire? Ils doivent prendre des motos qui sont de très haute qualité et ils doivent les customiser d'une manière à ce qu'elles perdent énormément de valeur pour que ça ne soit pas revendable à un grand nombre de personnes. Et cette dépense-là, c'est vu comme tu dois payer un upfront fee pour signaler ta fiabilité. Si tu es prêt à dépenser, disons, 40 50 000 $ sur modifier une moto pour qu'elle perde la moitié de sa valeur, ben, tu as payé la perte de valeur plus 50 000 $ de modification parce qu'elle est plus revendable. Ben, ça veut dire la personne qui fait ça, c'est une personne qui est plus fiable que celle qui refuse de faire ça de la perspective du groupe criminel. Donc, tu dois avoir des normes et traditions qui se développent, qui forment de la gouvernance. Donc, tu as un système de gouvernement qui émerge, qui produit des membres fiables qui vont permettre à la coopération dans une activité illicite de continuer. C'est la raison, par exemple, si quelqu'un fait défection ou va aller stouler ou va ratter, comme on peut dire en anglais, l'organisation, c'est qu'ils vont tous déployer des efforts pour le liquider. C'est pas juste qu'ils veulent éliminer ce risque-là, c'est qu'ils envoient le message aux autres aussi. Voici ce qui arrive. Si tu fais défection, jamais dans 100 ans, tu vas t'en sortir vivant. Oui, mais tu as aussi des carottes. Hein, les gens pensent tout le temps à cet aspect-là, mais tu as aussi des carottes. Si dans les règles, par exemple, de certaines organisations criminelles, si toi, tu respectes la règle de ne pas trahir le groupe et que tu t'en vas, disons, en prison pour 30 ans, ta famille va être occupée par... They'll take care of it. Ils vont se préoccuper de ta famille. Donc, ta femme, tes enfants vont recevoir une aide comme si c'était une forme d'assurance. Bien, ça fait en sorte de non seulement donner une pénalité via la menace de mort, donc un bâton, mais aussi une carotte au bon comportement. Mais ça, c'est des règles qui émergent. La règle dit, si tu triches, on va te tuer et on tue ta famille. Mais si tu respectes la règle, toi, tu t'en vas en prison, mais
ta famille ne sera pas pénalisée. En fait, on va la protéger comme si elle était un membre de l'activité. On va payer chacun d'entre nous, on va réduire nos revenus pour payer une prime d'assurance à toute fin pratique. Et non seulement ça, mais en fait, dans Les Sopranos aussi, tu vois quelque chose qui est dans le livre de Gambetta. Quand une personne qui avait respecté la règle sortait de prison, on lui donnait de l'argent en cash. Il y a une scène, par exemple, dans la saison 2 des Sopranos où Richie Aprile sort de prison et reçoit 50 000 pour avoir fait le temps. Donc, il y a des compensations qui sont offertes aux membres de la famille. Donc, mais ça, c'est des règles. C'est des règles. Puis la raison que tu développes ces règles-là, c'est qu'il faut que tu réduises la violence. Il faut que tu réduises l'utilisation de la violence qui peut se produire à l'intérieur du groupe, de un, et entre les les groupes aussi. Exactement. Donc, c'est pour ça que souvent, tu vas voir qu'ils ont divisé le territoire, qu'il y a des ententes entre organisations criminelles dans les prisons. Tu as des ententes entre organisations criminelles pour gérer la violence à l'intérieur du groupe. Donc, tu as toujours un membre qui est au top de la hiérarchie, qui reçoit un rôle dominant. C'est le enforcer à l'intérieur du groupe, mais c'est aussi le négociateur pour le groupe avec les autres groupes. Comme ça, tu as juste un représentant du groupe face aux autres. Et tu développes des mécanismes comme ça parce que le gros problème, c'est que la violence crée un effondrement de la relation commerciale illicite, mais elle fait en sorte qu'elle s'effondre et tu n'as plus de profit à faire de ça. Alors, tu dois trouver une manière low cost de gérer l'activité que tu essaies de faire, de créer une gouvernance. C'est comme si tu essayais d'établir une compagnie puis tu établissais un code de comportement ou que tu avais des règles sur comment est-ce que HR gère la comptabilité, comment est-ce que qui parle à qui, c'est qui le CEO. Et ils développent ces organisations-là. Dans certains cas, c'est des hiérarchies très, très solides que tu peux avoir, où est-ce qu'il n'y a pas vraiment de démocratie à l'intérieur, c'est juste celui qui a les plus gros bras qui domine. Mais des fois, particulièrement dans les cas des pirates, les règles émergent de manière démocratique où tous les membres votent sur la création des règles, votent sur qui est le chef, créent des mécanismes d'imputabilité, donc qui forment des constitutions. En fait, tu as déjà la Les phrase... charters des organisations de motards, c'est une forme de constitution. C'est une constitution. La mafia, avec la commission qui a existé pendant longtemps, c'était une constitution avec un enforcer, une entité consultative. Les pirates avaient des constitutions, c'est ça qu'on va expliquer. Voyons, dans les gangs de prison, c'est pas tant des constitutions qu'il y a une hiérarchie plus forte qui est établie, mais des fois aussi, tu as des normes plus simples qui peuvent établir sur des formes de constitution. L'expression « honor amongst thieves », que dans ce bas monde, il y a un code d'honneur. Donc, entre voleurs, on se respecte. Mais il y a des règles comme ça qui émergent entre membres de groupes illicites. Mais c'est des constitutions. Pour moi, comme économiste, il n'y a pas de distinction fondamentale dans l'objectif servi. Il n'y a qu'une distinction dans la forme. Et on sait quand il y a une instabilité dans ces affaires-là. Tu sais, on se rappelle au Québec du temps des Hells Angels, des Rock Machine, par exemple, qu'il y avait une guerre territoriale qui était forte, puis ils se tuaient du monde dans les rues, puis c'était assez intense. Il y a vraiment une guerre de motards vraiment, vraiment intense. Puis à un moment donné, ça s'est accalmé. Il y a eu une accalmie, mais l'accalmie s'est faite parce que, si je ne me trompe pas, les Hells Angels ont repris possession de beaucoup de ces territoires-là qui étaient disputés. Mais tu sais, je veux dire, quand les autorités viennent brasser un groupe puis affaiblir un groupe, ben les groupes autour qui observent, s'ils sentent que le groupe est rendu faible, ils vont essayer de faire un takeover. Puis c'est là que la merde pogne puis qu'il y a beaucoup de sang dans les rues, si on veut. Oui. Tandis que quand les groupes sont relativement tous forts un et l'autre, puis se respectent et respectent leur code et respectent leur territoire, ben il y a peut-être une diminution de la violence. C'est comme un peu de la merde pareil quand t'es les autorités qui surveillent ça. Ben, c'est que la réduction de la violence n'est pas un objectif en soi qui est vertueux dans l'absolu. C'est que le but de ça, c'est que l'œil du public, c'est d'être à l'abri finalement de l'œil du public. T'sais, si tu as un groupe criminalisé qui est constamment dans l'actualité, qu'on parle de lui tout le temps, ça attire le regard des autorités, des politiciens. Là, maintenant, il peut y avoir des interventions policières. Mais si on ne sait pas que ça existe, parce qu'il est très bien autorégulé, ben, on ne sait pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Qu'on ne sait pas trop que ça existe, qu'on en a entendu parler,
mais que c'est pas visible, il n'y a pas de meurtre en plein jour dans les rues, il n'y a pas de choses comme ça, ben eux, c'est une manière de continuer les activités finalement sans se faire inquiéter par un Ben, autre. Ben, en fait, Attends, tu peux juste un peu vas-y. donner un exemple de ce que Frank dit. Tu sais, je veux dire, on passe le pont depuis quelque temps avec Picturmel qui a sa photo sur une grosse affiche. T'écris 250 000 de récompenses si vous avez de l'information, blablabla. Là, on voit qu'il s'est fait pogner en Italie éventuellement. Tu sais, quand tu vois des affaires de même à tous les jours, puis là, les enfants posent des questions dans le char. C'est qui ça, Picturmel? C'est quoi ça? C'est BFM, je pense, le gang de rue qui est lié à ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les gars s'informent, à l'école, ils en parlent. Tu sais, je veux dire, comme société civile, t'as pas de fun quand t'as des affaires de même autour de toi. Là. Non, en Fait que, effet. Mais écoute, la meilleure manière de penser à ça, c'est imagine s'il y avait le marché illicite par définition, c'est parce qu'il y a une barrière à l'entrée. S'il y a une barrière à l'entrée, il y a des rentes de monopole, par définition. Quand tu as des rentes de monopole, mais que la barrière est artificielle créée par l'État, ben dans le marché illicite, il y a plus de gens qui veulent entrer. Là, la question, c'est comment tu ajoutes des barrières à l'entrée additionnelles pour garder les rentes de monopole. Fait que pourquoi est-ce qu'il y a il y a un crime organisé? Le crime organisé a pour but de dire, ben, puisqu'on vend de la drogue, on veut vendre la drogue à un prix plus élevé que si Ouais. c'était un marché libre. Ben, il faut qu'on réduise l'entrée. L'État a créé la rente. Fait que c'est un peu le grand paradoxe des activités criminelles. C'est l'État a créé la condition pour avoir du crime organisé, mais le crime organisé, après, fait comme un cartel, puis le mot, les cartels du crime, le crime organisé, il faut que tu fasses une organisation, une coordination des différentes firmes qui existent pour se segmenter le marché, préserver la rente et réduire l'entrée de concurrents potentiels. Chaque fois que tu as des guerres, pas chaque fois, mais généralement quand tu as des guerres entre groupes criminels, c'est parce que tu as quelqu'un qui essaye de rentrer dans le marché. C'est souvent ça. C'est souvent ça qui déstabilise. Mais les ententes très stables, par exemple, les motards qui se divisent le territoire, la mafia qui se divise, les 5 familles de New York, par exemple, qui se divisent le territoire new-yorkais, l'idée, c'est qu'ils essaient d'organiser la collusion de la même manière que le cartel du pain a essayé d'organiser un cartel pour garder les prix plus élevés. Fondamentalement, c'est la même chose. Mais il faut C'est que une tu gestion crées. de l'offre, finalement. C'est une gestion de l'offre. J'ai pas de problème à dire ça. J'ai zéro problème à comparer l'UPA à une organisation criminelle. Puis s'ils veulent s'ostiner, je suis prêt à faire un autre débat avec M. Ross. Mais une fois que ça c'est dit, en gros, mais dès que tu as de la collusion, tu as un problème. Tu as des gens qui veulent tricher dans l'entente, puis tu as des gens qui veulent rentrer de l'extérieur. Ben, il faut que tu gouvernes ça. Puis gouverner ça, ça nécessite une forme d'organisation, des règles, des mécanismes de punition, des mécanismes de monitoring, je ne sais pas c'est quoi en français, de surveillance des membres, et aussi des manières de limiter les problèmes de resquilleurs, des gens qui vont tricher. Tu veux réduire ce problème-là? Ben, les pirates avaient tous ces problèmes-là de tout le crime organisé. Comment tu fais pour créer de la confiance, réduire la violence, créer des systèmes de réputation, favoriser la coordination, la coopération entre les membres du groupe, puis que ça soit stable pour qu'à travers le temps, tu sais, que si Le une point personne... 6 est intéressant, là, sur ce que parce que les 2 derniers points que tu n'as pas nommés pour ceux qui sont en audio, légitimité au sein du groupe et succession et continuité. C'est vrai qu'il y a ça dans les. Il y a un code, une règle sur la succession dans une transition de leadership. Ouais. D'où les expressions de genre c'était son dauphin. C'est très drôle qu'on utilise ça en politique aussi, d'ailleurs. Mais c'est ça, ces groupes-là, parce que tu veux pas que si le leader, si le chef des pirates pète une crise de cœur sur le bateau, ben ça soit une guerre intestine à chaque fois pour savoir qui va prendre sa place. Parce Il que doit là, avoir un t'affaiblis le mécanisme de groupe à chaque fois. succession. Puis, en fait, 5 et 6, j'ai débattu si je les mettais ensemble ou je les séparais. Mais en gros, si tu as un mécanisme de succession puis de continuité, c'est parce qu'il doit être perçu comme légitime. Soit c'est légitime parce que c'est toi qui as les gros bras puis tu peux casser la gueule à tout le monde très crédiblement. Ben, dans ce cas-là, la légitimité, tu peux trouver que c'est pas moral, là, mais on s'en calisse à ce point-ci. Comme économiste, d'ailleurs, je le dis souvent, c'est pas important la moralité dans la manière dont on analyse les choses. C'est seulement dans les résultats que tu peux juger que c'est moral ou non, mais la légitimité, c'est est-ce que c'est stable en soi, puis que tout le monde accepte la chose parce que ça fonctionne. Ben, ça peut être
que le gars il a des gros bras, puis c'est lui qui crée le sentiment de légitimité. By the way, c'est comme ça que les États émergent. C'est parce que c'est l'État qui est capable de faire de la violence bien plus efficacement. Fait que c'est pas que l'État est moral ou a fait quelque chose de bien. L'État est juste crissement bon pour assurer que personne critique le fait que lui dise qu'il est légitime. Mais après ça, ça peut être aussi démocratique. Parmi les pirates, tu dis, bon, on va choisir un mécanisme que tout le monde fonctionne par consensus, puis on va tous voter ensemble. Puis il faut qu'il y ait consensus. Il faut que 100% des gens soient d'accord sur le choix, puis là, on y va de l'avant. Ben là, dans ce cas-là, ça va être tout aussi légitime. C'est juste que dans ce cas-ci, le mécanisme qui a mené à la légitimité est différent. Et là, tu peux choisir un nouveau chef, tu peux choisir un nouveau capitaine, un nouveau quartier-maître, et tu te retrouves avec la situation. Parce que dans le fond, là, les pirates, là, qu'est-ce qui fait qu'ils ont des besoins comme ça? C'est dans le fond, ils se promènent sur l'eau, ils vont attaquer des navires marchands, ils vont faire du pillage, tout ça. Mais je veux dire, à un moment donné, tu voles de l'argent, tu voles des biens de consommation pour les revendre, pour faire de l'argent toi-même, pour consommer toi-même. Je veux dire, si tu es vu comme un bateau de pirate, tu ne dois pas pouvoir rentrer dans tous les ports non plus. Exactement. Tu dois aller te ravitailler à des endroits un peu spéciaux, probablement. Ben, c'est ça. Fait que c'est pour ça que Nassau, aux Bahamas, c'est pour ça, by the way, une partie que j'aime le Caribbean Island, c'est parce que les pirates, même si c'est des organisations criminelles qui, je pense, on peut dire qu'au net, ils ne créent pas de la richesse pour la société. Dans la littérature, les pirates, c'était des gens libres qui s'échappaient de certaines formes de coercition et allaient dans des endroits où la gouvernance était largement démocratique. Fait que tu as toujours une sorte de tension dans les gens qui étudient les pirates. Puis j'ai quelques livres autres que celui de Leeson qui me permettent de lire là-dessus. Et il y a cette tension-là parce que c'est des organisations largement démocratiques, largement consensuelles et coopératives, dans lesquelles, oui, il y a de la violence, mais dans lesquelles tu vas retrouver beaucoup d'anciens esclaves qui choisissent de devenir La pirate. voie de la liberté. Ben, parce que dans ce cas-ci, tu es une personne libre. Même si tu es un outlaw, tu deviens une personne libre. Et il y a une certaine affinité dans ce cas-là avec les Caraïbes comme un bastion d'indépendance. C'est de là que ça vient pour vrai. Pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai une fascination avec les Caraïbes, c'est très confortable. Mais l'autre raison, c'est qu'il y a un peu une idylle dans ma tête qui est un peu un truc d'enfant. Tu te prends pour un pirate pour de vrai dans ta tête. C'est quand même pas pire. Non. C'est vraiment l'image de l'utopie. Tu sais, quand je dis que les libéraux sont largement pas utopistes, ça veut pas dire qu'il y a des mondes que je trouve pas proches d'un idéal. Et une île dans les Caraïbes dans laquelle l'État a un peu de portée sur ma vie, c'est très proche de ce que je pense être un monde paradisiaque. Ça veut pas dire que je pense que ce l'est, mais il me semble que je trouve ça très intéressant comme concept. Avant de passer à la suite de ce que tu allais présenter, là, c'est en tout cas, moi, la réflexion que j'ai depuis le début, que tu énumères les différents critères pour les groupes criminels, mais en particulier les pirates, moi, ce que ça me fait penser, c'est pas vrai ce que les gens disent que s'il n'y a pas d'État, les gens, ils feraient juste n'importe quoi puis ils s'entretueraient entre eux. Donc, l'histoire de l'homme est un loup pour l'homme, etc. Là, ça prend absolument un gouvernement, sinon ça va être l'anarchie au sens populaire du terme. Là. Ouais. Donc, mais de ce qu'on... Tout le monde s'imagine la purge quand on parle d'anarchie. Ben oui, exactement. Ça va être comme dans le film La Purge, les gens vont faire n'importe quoi, détruire les villes. Puis là, tout ce que tu dis, c'est, si tu prends l'exemple des groupes criminels, puis là, bon, pas en particulier celui des pirates, mais les autres est aussi bon aussi, c'est que tu vois que le groupe de lui-même, à un moment donné, se donne aussi imparfait que ça soit, là, mais se dote de manière se dote de code pour fonctionner. Donc, il y a certaines règles à suivre, il y a une règle de succession, il y a des règles de hiérarchie, il y a des incitatifs pour se comporter d'une certaine manière. Donc, si tu trahis le groupe, voici ce qui va t'arriver. Puis, il y a des formes de... pratiquement des formes de tribunal implicites à l'interne où si on te pogne en train de faire telle affaire, on t'amène devant ton responsable hiérarchique, puis lui, il va te dire ce qui va t'arriver. Donc, le groupe se crée des règles. Le groupe peut se créer de la gouvernance. Le groupe se crée de la gouvernance parce qu'il n'y a aucun groupe qui peut fonctionner sans gouvernance. Que cette gouvernance-là vienne de l'externe ou de l'interne, c'est ça le débat, finalement. Ben oui, puis en plus, je vais rajouter un petit quelque chose pour les Michelinas intellectuels du Québec puis les gens de l'IRIS. Quand nous, ce qu'on parle, c'est que tu veux t'imaginer un tableau blanc. S'il n'y a pas d'institution puis tu as des gens qui apparaissent dans une situation, ils vont créer de la gouvernance. C'est pas la même chose que si, mettons, demain matin, on devait enlever l'État au Canada, que tu n'aurais pas la purge. Le point, c'est de dire que
si tu enlèves un ordre établi puis tu le casses de l'extérieur, tu vas Ah oui. avoir un bordel pendant un esti de bout. Mais si tu pars d'un tableau blanc, tu vas avoir un résultat organique de gouvernance qui peut émerger sans Puis qui se nécessairement que ça soit. ressemblent dans le temps, puis qui se ressemblent dans plusieurs géographies aussi. C'est ça qui est tout le temps un peu fascinant. Tu sais. Yep. On parle des groupes de motards, on parle des mafias, on parle des triades, on parle des pirates. Puis là, tu es là, tu dis crime, ils ont tous les mêmes points en commun. Peu Oui, importe c'est tout l'époque. des tableaux blancs. Quand ils commencent, là, ils se retrouvent dans une situation où il n'y a aucune gouvernance et ils doivent la créer à partir de rien. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'économistes qui étudient les organisations criminelles, pas tant parce que c'est intéressant en soi, il y en a, ça l'est intéressant en soi, mais c'est parce qu'il y a un corollaire intéressant, c'est qu'on a la production d'institutions. On voit comment les gens produisent des institutions à partir d'un tableau blanc. On a vraiment de A à Z tout le processus de décision économique. Parce que généralement, si on regarde aujourd'hui, disons, on parle de politique tarifaire, ben, les politiques tarifaires existent déjà quand les gens font des Ouais, choix. c'est ça. Fait que on n'est pas sur un tableau blanc, on fait juste analyser quelque chose à l'intérieur de quelque chose qui existe déjà. Là, on peut observer tout le processus de création. C'est pour ça que les pirates, c'est particulièrement intéressant. C'est pour ça que Leeson l'étudie. C'est pour ça que d'autres personnes font les motards, font des organisations criminelles. Moi, j'en ai un que je fais justement avec Leeson qu'on est en train de préparer sur... excuse-moi, sur les sectes religieuses un peu plus extrêmes. Leeson fait des choses sur les samouraïs aussi. Fait que c'est tous des trucs vraiment, vraiment intéressants de comment est-ce que les règles émergent. Ben, Tous des sujets qu'on va aborder à un moment tu sais, c'est donné. niaiseux, là, mais je vais faire un parallèle que vous allez rire, mais est-ce que dans la rue, tu as le droit de rencontrer quelqu'un qui te fait chier, qui t'envoie promener, traverser la rue, arriver en avant, puis crisser une volée? As-tu le droit de faire ça? non. OK. Pourquoi on le permet sur une patinoire de hockey? Il y a des codes d'honneur qui existent au hockey, qu'on a développés au fil du temps, qui font en sorte que, oui, il y a un système d'arbitre, le code civil s'applique, mais il y a toutes sortes de choses qu'on permet sur une patinoire de hockey qui sont absolument pas permises en dehors. Ben, Oui, dans le sport de combat, tu as des voies de fait qui deviennent légales. effectivement, mais ça, c'est parce que tu as des mécanismes de Et il y a des gouvernance. codes d'honneur dans ces systèmes-là. Je veux dire, quand tu regardes le UFC, d'un coup que le combattant annule son adversaire, il y a un profond respect mutuel entre les deux. Il y a des choses que tu n'as pas le droit de faire. Il y a des choses que tu veux pas faire. D'un coup que tu as perdu, tu dois accepter ta défaite, ainsi de suite. Ces codes d'honneur-là qu'on retrouve dans les organisations de criminels, tu les retrouves dans des environnements qui sont contrôlés aussi, mais où est-ce qu'on a permis d'autres choses? On a permis des actions carrément criminelles, mais on les a permis dans un cadre d'entertainment. Mais il y a des codes d'honneur qui se développent à ce moment-là là aussi. C'est assez spécial quand tu y penses. Oui, puis écoute, Hayek en parlait dans son dernier livre, La route de la pas la route de la servitude, The Fatal Conceit, l'erreur fatale du Erreur socialiste. fatale. Et il dit, et l'analogie que moi je donne aux étudiants pour comment il parle de ça, c'est qu'il dit si l'État c'est un ordre macro, nos institutions informelles c'est des ordres micro. Sans les ordres micro, le tout s'effondre. Sans les ordres micro, sans l'ordre macro, tout s'effondre. Sans l'ordre micro, tout s'étouffe. Mais l'idée, c'est que tu as comme une sorte de frontière entre les deux, ou des fois, un peu comme si tu jettes de la peinture sur un board, il y a un endroit où ils vont se mélanger, où tu n'es pas capable de savoir si ça c'est vraiment blanc ou ça c'est vraiment noir. La zone grise est comme entremêlée un peu entre les deux. Mais ça, c'est la connexion des fois, comme toi. Toi, ce que tu décris, c'est qu'il y a une zone qui est largement hors État, mais qui a quand même un lien avec l'État. Ben, il y a cette zone de overlap qui émerge où est-ce que tu ne peux pas les distinguer, puis tu ne peux plus les déséparer une fois qu'ils sont connectés ensemble. Tu ne peux plus facilement les enlever. Ben, ton analogie est absolument bonne. C'est ce que Hayek disait, montrant que même, comme tu dis, c'est quoi ta phrase là? Pour des caves, on n'est pas si cave. Ouais, c'est ça. Tu as résumé dans une analogie très, très bonne un gars qui a gagné un prix Nobel. Fait que tu es nettement meilleur que le Michelinas intellectuel du Québec qui n'est toujours pas capable de comprendre des textes écrits par Scholastica. Donc, on va le laisser là. Écoute, il faut bien parler de... Ben oui, ben oui. It's okay to punch down sometimes. Mais écoute, pour créer maintenant, j'ai dit un tableau blanc, mais pour comprendre un peu le tableau blanc, je pense que c'est cool de comparer ce que les marines marchandes étaient. Donc, c'était quoi la propriété d'un bateau?
puis c'était quoi le problème économique de l'activité marchande, puis comment est-ce qu'elle contraste avec les pirates. OK. Puis c'est là que ça amène aux prochaines diapositives. Fait que quand tu vois des marines marchandes, c'est des gros navires qui transportent des grosses quantités, mais ce que tu as, c'est que tu as plusieurs propriétaires. Souvent, les bateaux sont détenus en partnership. Donc, tu as 10, 15 des fois propriétaires. Pas autant que ça, mais au maximum 10, 15. Des fois, un ou deux. Mais tu as un problème fondamental qui est posé dans ce cas-là. C'est que, le propriétaire n'est pas celui qui va sur l'eau. Le propriétaire, en fait, détient souvent plusieurs navires. Il y a plusieurs mécanismes du capitalisme qu'on connaît aujourd'hui qui arrivent de ça, autrement dit. Justement, tu sais, je veux dire, la première fois qu'on a eu besoin de diviser une entreprise en plusieurs morceaux pour la mettre sur pied, les navires, les actions, tout ça, ça a été tradé les premières fois en bourse, entre guillemets, à cause de la marine marchande. Je pense que c'est aux Pays-Bas, si je ne me trompe pas. Après ça, les premières assurances qui arrivent avec la Lloyd's de London, c'est encore lié aux marines marchandes. Mais là, ça devient des polices d'assurance collective. Lloyd's devrait en fait une innovation en permettant que tu assures genre sur une beaucoup plus grosse échelle. L'assurance a toujours existé, mais Lloyd's, ce qu'ils étaient capables de faire, c'était tellement de pouler les risques efficacement que tu étais capable de produire des primes d'assurance tellement basses qu'on était rendu à, pour les gens, là, imagine-toi, avant les trucs comme Lloyd's, les innovations de corporations, la capacité de créer des grandes corporations, le premium d'assurance moyen était entre 10 et 20 en période de paix, pouvait aller à 60 de la valeur de la cargaison en période de guerre. Avec l'assurance rendue là. Avec, c'est ça. À ce stade-là, tu faisais juste assurer des choses extrêmes. Mais quand tu arrives plus proche du 18e siècle, avec l'émergence des premières partnerships ou corporations à plus grosse échelle, les primes d'assurance se rapprochent en période de paix du 2 à 5 C'est quand même très bon. C'est une grosse, grosse réduction des primes d'assurance. En fait, j'étais un juge sur une thèse de doc récemment pour un concours académique et la personne remettait une thèse de doc sur les marchés de l'assurance maritime avant la Révolution française en France. C'était du travail vraiment incroyable sur les marchés de l'assurance. Et tu vois les innovations dans l'organisation industrielle, comment est-ce qu'on sous-apprécie l'importance que l'assurance a eu que ces innovations-là ont eu pour permettre le transport plus de sécurité, plus de certitude sur les hautes mers. Mais c'était quand même un big deal ce qui est arrivé avec ça. Puis je me trompe-tu avec l'affaire des Pays-Bas? La première bourse au monde, c'est un peu des actions de compagnies maritimes aussi qui se transigent sur les docks à quelque part ou peu importe. Oui, puis en plus, un de mes collègues, amis, en fait, quand je dis amis de boisson surtout, Ed Stringham puis moi, en fait, il n'y a pas une fois que man. Ed puis moi, chaque fois qu'on se voit, ça finit très, très mal pour nos foies. Je pense que honnêtement, j'ai failli avoir un coma éthylique avec lui une fois. Cet homme-là est une légende dans la profession. Ça n'a aucun sens. Anyways. Mais il a écrit un livre excellent qui s'appelle Private Governance et il parle que les premiers marchés de securities sont comme des organisations criminelles dans le sens qu'ils n'ont des futures, des options. Ce sont des choses que la Cour de justice ne reconnaît juste pas. Donc, ils ont le même problème avec les premiers cours d'échange. Il n'y a pas d'environnement légal. Il n'y a pas d'environnement légal qui les supervise, même si ce qu'ils font n'est pas illégal. L'État ne le reconnaît pas et donc, ils ont, comme des organisations criminelles, le même problème économique de comment se gouverner. Et les premiers marchés boursiers sont des marchés hors loi, extra-légal, le mot utilisé, pas illicite, mais ils ont le même problème que des organisations criminelles, dans la mesure qu'ils doivent créer de toutes pièces des formes de gouvernance et d'institutions. Et c'est pour ça que si tu vas en Angleterre, la plupart des tavernes qui sont là depuis longtemps, comme la taverne Lloyd's, c'était des clubs sociaux initialement, où est-ce que le membership était restreint à certaines personnes, qui était basé sur le bon comportement, la bonne réputation, et c'était dans ces endroits-là que le commerce se produisait. Ben, c'était des manières de créer de la gouvernance. On sous-estime tellement l'impact des navires sur le capitalisme moderne, pareil. Ah oui, le commerce, les bateaux, c'est pour ça que moi j'aime beaucoup les bateaux. Je trouve ça vraiment cool. J'en voudrais un aussi d'ailleurs. C'est important dans mon île dans les Caraïbes. Mais c'est Pierre, en fait, Pierre, son épisode la semaine passée, parce que je l'ai écouté pendant que je voyageais à Atlanta,
était un des meilleurs épisodes que Pierre a fait. Je veux pas lui donner, je sais qu'il écoute, fait que je ne veux pas lui donner trop de compliments, parce que sinon, faut pas exagérer non plus avec ses 165 slides. Puis tu sais, j'ai entendu quelques commentaires à mon égard, fait que je vais me permettre de me gâter un tout petit peu aussi. Faut se poivrer entre amis. Sinon, c'est trop de compliments, c'est pas une bonne idée. Mais, Exact. fait que là, tu as les bateaux, tu as le problème de la propriété des bateaux, tu as plusieurs propriétaires, mais le propriétaire n'est pas en haute mer lui-même. Il Mhm. doit embaucher un agent qui va agir on his behalf, c'est quoi en français? En En son son nom. nom. Là. Qui va agir en son nom. Mais le problème, c'est comment tu fais pour que lui ait la même incitation que toi? Lui, il pourrait, tu sais, si tu lui payes un salaire fixe, ça change quoi pour lui qu'il se comporte bien ou qu'il se comporte mal? Il va avoir le même salaire, peu importe. Tant qu'il amène le bateau en sécurité, c'est correct, mais il peut accélérer la vitesse de dépréciation du capital. Il pourrait, dans une tempête, disons, dire ah, ben, il y a un risque minimal à ma survie, fait que je vais juste jeter toute la cargaison en premier. Ben là, tu es comme ben moi, comment je fais pour régler son problème? Ou est-ce que ses incitations, comme mon agent, soient alignées sur les miennes? Puis là, tu sais, prochaine slide, je montre ça un peu, un peu en Ouais, puis détail. C'est ce qu'on appelle. c'est comme un domaine aussi où c'est pas facile de vérifier ce que tes représentants font. Là. Tu sais, on s'entend que si tu es propriétaire, par exemple, d'une usine, là, ben, le propriétaire, même s'il n'est pas sur l'usine tout le temps, il peut aller faire un tour, vérifier, demander des comptes, mais si le bateau est parti sur mer Tu peux pas faire ça. pour 16 semaines ou 50, dépendamment des conditions météorologiques, un coup qui est disparu de l'horizon, il peut bien faire ce qu'il veut sur le bateau, tu ne le sauras jamais. Là. Ben, c'est ça. Fait que là, comment tu règles le problème? Ben, ça, c'est le problème, il y a un nom. C'est le problème du principal agent. Le principal, c'est le propriétaire qui embauche une personne qui veut servir son intérêt propre à lui-même. Mais la personne qui embauche, elle aussi veut servir son intérêt propre. Puis des fois, les deux intérêts n'alignent pas l'un sur l'autre. Alors, comment tu fais pour régler le problème? Bien, souvent, les capitaines étaient offerts une portion des profits du voyage. Et là, ce que tu faisais, c'est que tu alignais les incitations comme ça, mais tu faisais en sorte que le capitaine devenait l'agent agissait comme le principal. Donc, le problème étant réglé dans ce cas-là. Mais ce que tu as, c'est une autocratie dans les Ouais, parce navires de que la marine marchande. dans le fond, tu veux qu'il ait le goût de revenir, tu veux qu'il ait le goût de refaire un voyage pour toi parce que il part avec ta cargaison. Il a juste à s'en aller dans les Caraïbes avec, puis tu ne le revois plus jamais de ta vie. Là, Exactement. Mais là, tandis que s'il y a un intérêt à revenir puis d'en refaire d'autres, ben tu peux l'avoir longtemps dans ton équipe. Exactement. Puis là, en plus, ça fait en sorte que dans ce système-là, ben, tu as une hiérarchie qui apparaît, une forme d'autocratie dans les navires où, s'il y a quelqu'un qui se comporte mal, tu peux aller voir des cours. Fait que, tu sais, si le capitaine se comporte mal, tu peux aller en cours. Mais aussi, si quelqu'un viole le contrat, tu peux le poursuivre. Et là, tu te retrouves avec une série de mécanismes légaux pour gérer le contrat. Maintenant, tu peux t'imaginer où est-ce que le problème va émerger pour les pirates. Tu ne peux pas avoir aucun de ces mécanismes-là. Tu ne peux pas gouverner autrement. Donc, tu ne peux pas. Le principal, il n'existe plus de la même manière. Le principal, maintenant, c'est tous les gens qui sont sur le bateau qui commettent l'activité illégale. Donc là, ce qui se passe, c'est que tu passes d'un système dans lequel tu avais un propriétaire qui est en Angleterre ou deux propriétaires en Angleterre qui embauchaient un agent à tous les principaux sont les propriétaires, sont sur le bateau à ce moment-là. Et chacun a une petite portion de la valeur d'un pillage. Donc, si on paye puis on est 30 sur le bateau, ben j'ai 1/30 du rendement. Fait que comment est-ce qu'on s'assure? Le problème économique change complètement ici. Au lieu d'avoir un système autocratique, c'est que tu as un problème de resquilleurs massif. Comment tu fais pour t'assurer que tout le monde, si c'est un bien collectif, de faire une attaque efficace, de se coordonner, de ne pas laisser. Yann, vas-y en premier. T'es Ouais, c'est le ça. premier sur le bateau. Moi, j'attends, je reste là. Je suis le resquilleur. Mais comment est-ce qu'on fait pour s'assurer? Yann, il va se faire tuer, c'est sûr. Okay? Il est un Là, contre ça fait 30. 3 fois que tu dis le mot resquilleur, puis ça gosse. Resquilleur, c'est un freerider. OK. Mais Free c'est un mot rider. français, ça, resquilleur? Oui, c'est le mot à utiliser pour. C'est la bonne traduction de OK. freerider. C'est un resquilleur. Je vais dire freerider pour tout le monde. Okay? On va rester dans les anglicismes. Comme ça, Jean-François Robert, je vais avoir une excuse pour sa job.
Je l'ai appelé Jean-François, j'aurais dû dire Eddie. Mais tu as ce problème-là du free rider qui est présent. Où est-ce que, ben, comment est-ce qu'on fait pour que tout le monde participe à l'activité d'agression contre un autre navire? Et parce que tu as un rendement petit d'un effort important. Ben, il faut qu'on aligne les incitations de 30 personnes, en fait, de tout l'équipage ensemble, parce que tout le monde est propriétaire. Ben, le mécanisme autocratique du navire marchand ne fonctionne pas dans un cas comme ça. Et tu as, un autre problème, puis ça, c'est la prochaine, les 2 diapositives plus basses. Dans les marines marchandes, tu pouvais, et ça, c'est un problème récurrent, tu Je pouvais veux dire faire aux des gens, là, resquilleurs, là, j'ai du verbe resquiller. Selon le Larousse, on dit se procurer frauduleusement quelque chose, se faufiler quelque part, entrer sans payer ou sans y avoir droit, free passer rider. avant son tour dans une file d'attente. Free rider. Donc, Une forme de free rider, en c'est gros. ça. C'est. La GPT me dit, moi de mon côté, la meilleure traduction pour Freerider serait le passager clandestin. Ben, j'aime bien ça parce qu'on parle de bateau. Fait allons dire le passager clandestin. Exact. Ça fait plus beau, en fait, que Ah, c'est vrai resquilleur, que je c'est trouve. beau. Hein? Ouais, j'aime bien Ouais, ça. c'est bien. Écoute, Eddie Van Roberge, tu peux rester chez toi maintenant. On va te Exact. faire plaisir. On va dire le passager clandestin. Ben, Donc t'as un là, autre. c'est quoi qu'on voit à l'écran, juste pour ceux qui sont en audio? Là? Ben, ce que je montre, c'était que tu avais des contrats qui étaient faits quand tu embauchais des marins sur un bateau, tu devais écrire un contrat et généralement, ils recevaient paiement à l'arrivée au port ou au retour. Mais le problème, c'est que si tu les embauchais pour un certain nombre de temps ou même qu'ils recevaient la première partie de leur salaire, ils arrivent dans une autre ville et les salaires sont plus élevés dans l'autre ville, bien, ils font désertion. Alors, tu as ce problème-là très important de la désertion des navires. Et en fait, les marins, on appelait ça des populations flottantes. C'était des gens qui vivaient dans toute une année, pouvaient vivre dans 5 ou 6 différentes places parce qu'ils se déplaçaient avec leur navire. Donc, des populations flottantes, mais tu avais énormément de désertion. Les pirates avaient aussi le même problème parce que, je dis ça de même, mais il n'y a pas de système d'enregistrement des pirates ou des criminels. Fait que, Tu s'il y pourrais en a un, redevenir un marin très légitime sans que personne Hum. s'en rende compte. exactement. En fait, tu as eu quelques cas d'esclaves qui ont été libérés par des pirates et les cours de justice ont dit non, ils étaient vraiment des esclaves et n'ont pas participé aux activités, même si on sait très bien des histoires que les pirates, tu avais des grandes proportions d'anciens esclaves parmi les pirates. Alors, par exemple, un pirate aurait pu dire, un esclave, une fois que, disons, le bateau français arrive, les recapture, il dit non, j'ai toujours été un esclave, ils m'ont même gardé moi comme esclave, j'ai jamais participé aux activités de piraterie, j'ai juste pas envie que tu me pendes, parce que les pirates se faisaient pendre. Fait que tu OK. avais des manières de désertion, fait que tu as encore certains problèmes naturels de l'industrie de la marine marchande, mais tu as un nouveau problème, celui du principal agent. Mais chez les pirates, tu as des constitutions qui émergent. Puis juste pour montrer, là, la prochaine slide, je montre 4 pirates bien connus. Euh, puis j'en ai une que j'ai mis parce qu'il faut faire de l'inclusion. C'est les images des personnages. Une slide en haut, Frank. Fait que dans le fond, les marins se ramassent dans un système où est-ce qu'il est en émergence le capitalisme, où est-ce qu'il y a des propriétaires, où est-ce qu'il y a des cadres, si on veut, puis il y a des employés, ainsi de suite. Puis il y a une forme de régie qui s'opère, mais dans le système légal. Puis les pirates, de leur côté, c'est un petit peu plus collectiviste, mais c'est les codes d'honneur, c'est toutes les affaires Yep, qui sont liées aux mafias, aux gangs de rue, aux gangs de motards, ces trucs-là exactement. qui vont s'appliquer de leur côté. Oui, puis tu peux penser à chaque bateau pirate comme une compagnie en plus. Puis j'en mets 4 ici. Tu as Billy the Kid, Barbe Noire, Jack Calico et Anne Bonny, parce que les pirates étaient vraiment dans la diversité, l'équité et l'inclusion. Pour faire des profils, we don't care your race, we don't care your gender. Puis il y a un chapitre excellent dans le livre de Leeson qui s'appelle Equal Pay for Equal Prey. J'ai trouvé le titre incroyable, c'est le meilleur chapitre. Puis en fait, il y a très peu de discrimination chez les pirates, puis j'ai une petite slide sur ça à la fin. Mais si tu regardes maintenant leur organisation, voici la distinction, puis là, c'est le tableau qui arrive. Tu vois, à cause que le problème est différent à cause du principal agent, dans un cas, tu as un propriétaire qui embauche un agent qui lui dirige une hiérarchie au nom du principal. Donc, le capitaine Ouais. contrôle
l'équipage au nom du principal. Mais là, dans les navires pirates, au lieu d'avoir une autocratie, tu as un pouvoir limité. Démocratie directe. Ben, c'est ça. Fait que tu as une démocratie où les gens votent ensemble, ils ont un mécanisme dans lequel ils établissent des règles et il y a des conditions qui sont données. Donc, par exemple, la discipline, elle est appliquée dans les navires marchands par le capitaine. C'est à la discrétion du capitaine. Dans les navires pirates, c'est le quartier-maître qui va punir les gens. Mais les règles ont été préétablies par vote constitutionnel à l'unanimité. Il n'y a pas le droit de... Souvent, en fait, c'est soit des majorités qualifiées, donc tu votes à du 70% et plus. Il faut que les 3/4 votent oui. Puis souvent, en fait, c'est par consensus. Il doit y avoir unanimité. S'il y a unanimité, par définition, peu importe la forme d'organisation, on sait qu'elle est acceptable pour tous, parce que sinon, tu n'aurais pas voté pour. Je dis ça de même. Ça, c'est le critère de garantie que tout est beau. L'unanimité, là, c'est... Aucun économiste peut s'ostiner après ça. C'était unanime. Les votes étaient égaux, donc tu n'avais personne qui avait de différence dans le voix. Le capitaine avait le même nombre de votes qu'une autre personne, alors que dans les marines marchandes, tu n'en as pas de vote. Les salaires, tu as des salaires fixes qui sont établis au départ du port dans la marine marchande. Chez les pirates, c'est un partage des profits. Il y a même un système d'assurance qui vient selon les blessures que tu obtiens. Et la propriété, elle est collective. Donc, tous les pirates détiennent le bateau de manière collective. Donc, c'est comme une compagnie avec 30 actionnaires au lieu de 1. Je sais qu'il y en a des gens qui disent c'était comme des bateaux socialistes. Non, 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 t'as pas compris. C'était vraiment du for profits. C'était très for profit. C'est juste que tu avais une structure d'actionnariat très diffuse. C'est plus c'est une coopérative non plus. Non, c'est pas une coopérative. C'est un actionnariat très diffus. C'est juste ça, Chris. Ouais, c'est ça. T'as juste, au lieu d'avoir un actionnaire dans le bateau, t'en as... Une société en non collectif, je pense, la forme la plus proche que ça peut représenter. Probablement. Mais en plus, tu as un mécanisme dans lequel, si tu avais le capitaine abusé de sa situation dans la marine marchande, tu devais attendre de retourner dans un port et aller au tribunal. Dire, par exemple, le capitaine a illégalement lancé un crew member en dehors du bateau, puis c'était pas légal. Alors, ça veut pas dire que ça va fonctionner, ça veut pas dire qu'il y a assez de preuves, ça veut pas dire que... Alors que dans le navire pirate, tu avais des élections, tu avais des votes, et tu avais aussi la possibilité d'une mutinerie, alors que c'était même admis dans certains cas constitutionnellement que si le quartier-maître agissait de manière illégale, on pouvait le lancer en dehors du bateau. Donc, tu sais, c'est quand même assez intense, mais tu as des constitutions. Puis la prochaine slide, je montre exactement la structure de comment ils font la création des règles. Fait que tu as un moment d'adoption. Fait qu'avant qu'on embarque dans l'activité, on se rencontre et on fait une constitution. On a un mode d'adoption. On dit généralement à l'unanimité. Puis ceux qui n'étaient pas d'accord, pour ça qu'on le faisait avant d'embarquer sur le bateau, on le faisait pour que ceux qui n'étaient pas d'accord pouvaient aller sur un autre bateau. Parce que les pirates, il y a une autre chose qui n'est pas mentionnée, c'est que les équipages, des fois, se déplaçaient entre pirates. C'est pour ça que Nassau, la ville dans laquelle j'aimerais beaucoup passer le reste de mes vieux jours. C'est quel pays déjà, ça, jamais? Bahamas. Non. Bahamas, Bahamas. OK. Bahamas. C'est Nassau, là, pour ceux qui nous écoutent en bon québécois. Là. Nassau. Anyways, mais c'était un repère à pirates. Et ça, on ne parle pas de la ville de Québec ici pour les gens qui pensent qu'on parle des radios pirates. Ben oui, parce que juste excuse-moi de te couper, là, mais les termes, c'est parce que l'affaire, c'est que si les termes du contrat ne te conviennent pas, tu n'as juste à pas aller sur le bateau. Exactement. Puis si tu réalises qu'ils ne te conviennent pas en cours de route, tu as juste à débarquer du bateau une fois que. Après à nager. Non, mais quand tu retournes à la base pirate. Non, mais quand l'expédition se termine, ben, c'était ta dernière expédition. Tu as toujours l'option de opting out du deal, finalement. Exactement. C'est pour ça que tu as des différences entre les constitutions de pirates. Tu as de la compétition. Tu as de la compétition constitutionnelle. C'est comme du fédéralisme. C'est la même chose que tu peux voter entre tes pieds, entre provinces. Puis c'est la raison pourquoi ça finit par tout se ressembler un peu, probablement. Exactement. La forme optimale finit par être plus ou moins partagée. Il va y avoir des différences selon certaines caractéristiques. Peut-être qu'un navire est plus gros, nécessite des petites différences d'un navire plus petit, etc., etc. Mais généralement, tu as une convergence dans la gouvernance. Mais tu as quand même des défections entre navires pirates et c'est accepté. Mais ce qui est fascinant, pareil, c'est que tu as un groupe d'individus qui naviguent les eaux, qui vont faire de la piraterie
saisissent des butins, viennent se séparer ces butins-là, reviennent sur Terre, consomment leur butin, fait que se promènent dans les tavernes, ramassent les filles, tout ça. Quand il manque d'argent, retournent sur le bateau de pirates, puis on recommence. Tu sais. Mais il n'y a pas d'accumulation de capital, il n'y a pas de grands profits ou de grandes fortunes qui se créent, c'est juste la consommation immédiate. Mais c'est un mode de vie carrément. Là. Oh oui, c'est un mode de vie. L'argent rentre aussi vite qu'elle sort, mais c'est un mode de vie. Mais il y a un gros dilemme que, puis ça, Lisa n'en parle pas, puis dans les autres livres, il n'en parle pas, mais il y a des gens, le nombre de pirates qui ont été pendus est beaucoup plus petit que le nombre de pirates qui a clairement été en haute mer. Fait il y en a probablement une couple qui sont devenus riches en étant pirates, puis ils n'ont jamais réussi à se faire pogner, puis ça, ils sont retournés à une vie normale. Il y a plusieurs noms en Nouvelle-Angleterre qui ont des suspicions très fortes dans la période coloniale qu'ils ont fait des fortunes comme pirates. Des grandes richesses qui viendraient de la piraterie, tu penses? Ben, c'est dur à savoir parce que c'est pas comme si moi, si j'avais été pirate, puis après ça, je me suis enfui. C'est un crime qui n'avait pas c'est quoi le nom de. C'est puni de la mort. Fait que, oui, mais t'as pas de rédemption. Non, la période que tu as besoin pour apporter le grâce, période de grâce. Non, il y a un terme en anglais, c'est. De quoi tu parles? T'as pas le droit d'être j'ai pas le droit d'attendre 20 ans pour déposer l'accusation. Si le crime a été passé il y a 20 ans, il y a plus que 20 ans, c'est comme s'il ne s'était pas passé. C'est-à-dire que l'État ne peut pas te tenir tout le temps quelque chose au-dessus de la tête. Ben, ça, tu n'en avais pas pour les pirates. C'est-à-dire que si tu l'avais commis à 10 ans, puis tu t'es rendu à 70 ans, puis on le découvre à 70 que tu as fait ça, on va quand même te pendre. OK? Prescription. Période de prescription, merci. Fait que tu n'en avais pas. Mais, surtout chez les Anglais, tu n'en avais pas. Je ne sais pas si c'était pareil chez les Français, mais en gros, tu peux te faire. D'un coup rasé, là, depuis ta barbe, personne ne te reconnaît. Ben, c'est ça. Fait que, mais, tu ne te fais pas pogner. Fait que, tu dis qu'il n'y a pas d'accumulation de capital. Les fortunes qui étaient faites n'étaient pas négligeables nécessairement. Donc, il y a probablement une couple de personnes qui se sont cachées après et qui ont réussi à vivre des vies complètement normales sans publiciser le fait qu'ils ont déjà fait de la piraterie en haute mer. Mais là, les endroits où est-ce qu'ils allaient, tous ces pirates-là, Nassau, t'en parles beaucoup. Toutes les îles des Caraïbes, c'était tous des repères. Fait que c'était tous des repères de pirates. Là, présentement, ce qui se passe dans l'époque moderne avec la Somalie, ça se ressemble-tu encore ou c'est complètement différent? C'est plus... Les gouvernements sont un peu mêlés à ça? Ben, la grosse différence maintenant, c'est qu'ils ne payent pas ce qu'il y a sur les bateaux. Ils font de la piraterie pour de ransom. Ouais. Des rançons. Des rançons. Et c'est un peu différent, mais ils ont le même problème. Ils doivent aussi se gouverner, ils doivent aussi gérer un problème. Par exemple, mais la solution est un peu différente. Ici, un des trucs, chez les Houthis, par exemple, le gros dénominateur commun, c'est un antisémitisme assez intense. Donc, tu as un facteur très homogène du groupe que, ben, on est aussi un groupe terroriste et on essaie de financer des activités terroristes. Donc, on va choisir sur la base d'un extrémisme religieux et ça règle une partie du problème du passager clandestin. Ça soude les membres entre eux. Ouais, ça soude les membres entre eux. Tu as moins de problèmes de passagers clandestins à cause de l'homogénéité du groupe. Les principaux puis les agents sont très, très alignés dans ce cas-ci. En fait, il y a énormément d'articles, beaucoup par des anciens étudiants ici à Mason, sur l'organisation économique du terrorisme. C'est la même type de problème qui est réglé par des cellules séparées avec des codes d'honneur qui existent entre les membres, des règles à ne pas faire, c'est qui le boss, c'est quoi les objectifs. Ils ont tout le temps une solution de gouvernance qui doit émerger. C'est atroce le résultat, mais pour un économiste, c'est la même analyse qui est faite pour comprendre comment le groupe fonctionne. Pourquoi c'est presque disparu? C'est la force des flottes militaires sur les eaux internationales maintenant? Entre autres, il y a ça, mais il y a aussi le fait que tu peux t'imaginer que le profit légal est assez gros pour substantier la non-activité criminelle. Fait que, tu peux arrêter le crime de deux manières. Tu augmentes le coût d'opportunité du crime. Ça, tu peux le faire en disant que je te mets des sentences plus grosses. Mais il y a aussi l'autre d'augmenter le rendement du pas-crime. Ouais, d'être un bon marin fiable, finalement, c'est suffisamment payant que tu n'as pas le goût de devenir pirate. Exactement. Donc, c'est pour ça, en fait, que quand tu regardes la criminalité, pourquoi est-ce qu'elle baisse avec le niveau de développement économique? C'est juste parce que le crime devient
pas assez rentable. Parce que, puis imagine-toi juste si tu peux vivre maintenant, au lieu de vivre 40 ans, tu vis 80 ans, puis c'est 40 années de production efficace. Ben, le coût d'aller en prison est beaucoup plus important si tu peux faire énormément de profit dans l'avenir, de perdre 20 ans d'années actives au pic de ta performance, ben, ça coûte plus. Fait que tu vas juste avoir moins de crimes de manière rationnelle. C'est pour ça que Gary Becker, en fait, est connu comme l'analyse rationnelle du crime. Les criminels sont des créatures très, 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 très rationnelles. C'est pas des gens qui agissent irrationnellement. Tu peux trouver qu'ils sont pas très intelligents dans certains cas. Il y a des gens cons, ça existe. Mais ça veut pas dire que les cons font pas... Ben, à base, si tu avais les capacités d'être un bon ingénieur et gagner 100 000 par année, je veux dire, c'est ça. vas-tu vraiment devenir un criminel? Là, ouais. Ben, écoute, fait que là, dernier petit point intéressant, je viens comme de montrer comment est-ce qu'ils font des gouvernances, comment ils établissent des règles, ils votent pour un quartier maître. En fait, le capitaine aussi reçoit un pouvoir autocratique en période d'attaque. Fait qu'on accepte que ce soit un autocrate pour le temps du conflit. Et une fois que le conflit est terminé, parce que tu veux quelqu'un qui prend des décisions rapides, bien, une fois que le conflit est subsidié, bien, tu reviens aux règles normales. Tu avais ça dans des démocraties comme la République romaine. Pendant les périodes de crise, Rome votait pour un dictateur et tu savais qu'il allait être imputable de ses actions après. Mais pendant le moment, on doit l'écouter. Puis c'est après qu'on règle ça. Ça, c'est voté constitutionnellement. Donc, tu as une structure du pouvoir qui est très différente et tu as surtout des mécanismes d'incitation qui apparaissent. Donc, tu reçois des parts en fonction de l'effort qui est fait. Donc, tu as de la rémunération incitative, puis les risques que tu prends. Mais aussi, tu avais de l'assurance. Donc, puis là, ça, c'est le prochain tableau. Si tu perdais ton bras droit, tu recevais 600 pièces de 8 ou 6 esclaves. C'était le bras gauche, 500. Jambe droite, 500. Jambe gauche, 400. Un œil ou un doigt, 100. Donc, tu avais de l'assurance. Fait que c'était très efficace. Aussi, pourquoi les pirates font des drapeaux? Pourquoi il y a des drapeaux différents pour chacun des pirates? Puis là, je le montre ici. Il y a plusieurs. Chaque pirate avait son propre drapeau. Ben, tu voulais faire peur aux gens. Et comme tu t'établissais une réputation, puis souvent la réputation des pirates comme étant particulièrement violent, dans certains cas, était délibérément exagérée pour que les gens aient la chienne s'ils voyaient le drapeau. Ben, pourquoi tu faisais un drapeau différent au lieu de tout le même? Ben, c'est parce que tu étais en train de dire shit, c'est Barbe Noire, c'est Calico Jack. Shit, faut que regarde, ça vaut pas la peine de se battre. Puis ça veut dire qu'il faut que tu établisses une réputation très, très forte. C'est pour ça que les drapeaux pirates, tu as des différents. Celui qu'on connaît naturellement, c'est celui de Calico Jack. Mais il y en a d'autres. En fait, il y en a autant qu'il y avait de navires pirates. Il y en avait pas tous le même drapeau. Non, ils avaient tous des drapeaux très différents l'un de l'autre. Il y en a même un qui refusait d'avoir un drapeau pirate, qui faisait juste prendre le drapeau d'un autre pays, puis il se rapprochait, puis il l'enlevait à la dernière seconde pour attaquer. Tu as plusieurs drapeaux différents qui émergent. Puis, le 7e, Calico Jack Rackham, c'est lui qu'on est habitué de voir. C'est celui qu'on est habitué de voir, mais tu en as plein d'autres. Ouais, le 8e est assez connu aussi, je dirais. Là, mais tu sais, le 6e puis le 9e, il n'y a personne qui les connaît. Non, effectivement. Fait que le crosseur, c'était John Quelch. Oui, lui c'était le crosseur. Apparemment, c'était le crosseur de la gang. Mais en tout cas, puis l'autre chose aussi, fait que là, on comprend pourquoi ils ont le drapeau. Le drapeau est en fait une manière de minimiser le risque pour tout le groupe, mais aussi ça donne une incitation pour tout le groupe d'être particulièrement violent lors d'un conflit, parce que tout le monde bénéficie de la bonne réputation. Si la bonne réputation fait dire que tu as moins de chances que les gens résistent dans l'avenir, bien maintenant, quand c'est le temps de mettre l'effort, on devrait toutes la mettre ensemble, être particulièrement brutal. Comme ça, dans l'avenir, on va être moins... Il ne faut pas tout que tu les tues parce que tu veux qu'ils racontent l'histoire. Fait que brutal, mais pas trop. Comme dirait Joe Hamel, il faut les humilier. Fallait prendre Joe. Mais aussi, chez les pirates, ça, c'est la dernière chose que je pense qu'il faut dire, il n'y a presque pas de discrimination. Tu as énormément d'inclusion raciale en moyenne, puis l'autre slide d'après, je montre une diapositive où on a des listes. Ça, si Trudeau va se mettre un œil... écoute, s'il pouvait comprendre la logique économique pour comprendre ce qu'on dit dans le podcast, ça aurait été une amélioration sincère, même si c'était... Justin Trudeau comprendre dans la même phrase, les amis. Ben écoute, laisse ça de côté, mais les équipages étaient à peu près entre 25 et 30 composés
de Noirs, des esclaves libérés, qui étaient souvent membres d'équipage et qui pouvaient accéder aux mêmes fonctions dans les mêmes probabilités. En fait, il y en a qui sont quartiers-maîtres, il y en a qui sont capitaines. Il y a même un avenir dans la liste, si tu vas à l'autre après, qui est 98% noirs. Donc, tu as des équipages entièrement d'anciens esclaves. Tu es en train de dire que le monde interlope de la piraterie a libéré des esclaves et leur a donné accès à l'entrepreneuriat. Mais quand tu y penses, la logique économique nous dit pourquoi. Tu ne discrimines jamais sur aucun autre critère que la productivité. Si le gars il est particulièrement bon à piller, tu lui donnes une part qui est égale à ça. Tu veux le récompenser pour son effort. Tu veux qu'il mette l'effort. Tu ne veux pas discriminer sur autre chose que la productivité. En fait, la seule raison pourquoi on ne peut pas aimer tout à fait les pirates, c'est qu'ils n'avaient aucun respect pour le droit de propriété. Ben, c'est là la chose, c'est là l'origine de la tension que je parlais plus tôt. Comme organisation, ils sont particulièrement efficaces, mais c'est sûr qu'ils font beaucoup de dommages à des gens. Il y a des gens qui se font voler, donc des gens qui n'étaient pas particulièrement problématiques, mais il y a un côté libertaire, le fun. Il y a un côté d'inclusion, le fun avec les pirates. Mais il y a un côté aussi qui ne l'est pas. Mais moi, ce qui m'excite, c'est pour ça que moi, je suis super pompé en parlant de ça, c'est parce que la théorie économique est appliquée partout là-dedans. Puis, il y a même, tu sais, j'ai mentionné une des pirates, une. Je te garantis que il y avait des femmes qui étaient pirates. Les équipages n'avaient pas de problème. Anne Bonny était une pirate. Et tu n'as pas beaucoup de propriétaires de bateaux ou de capitaines de navires à l'époque de la marine marchande qui sont des femmes. Mais chez les pirates, on ne discrimine pas. Ce qu'on veut, c'est maximiser le profit. Mais la maximisation du profit implique la discrimination uniquement sur la base de la productivité. Mais là, si c'est une femme qui est bonne, c'est une femme qui est bonne, puis tu t'ostines pas. Ben c'est ça, une femme à la tête d'un bateau pirate, elle ne doit pas être une douce, ça, là. Non, je te garantis, Anne Bonny était... En fait, si je me souviens bien, elle a été pendue. Anne Bonny avait fini... L'Iris fait dire que c'était pas une vraie femme. Voilà. She became one of the most recognized pirates of the golden age of piracy. Rackham, along with all the crew members, were tried and sentenced to death, but Bonny and Reed had their execution stayed to both of them claiming to be pregnant. En plus, apparemment, elle avait été jugée coupable, mais elle a réussi à se faire excuser. Il faut quand même donner ça. Mais en gros... Monsieur le juge, les emmènes dans le plafond un peu. Écoute, c'est toute une histoire. Quelle histoire. Écoute, on va passer à la partie Patreon pour nos abonnés. Et on va... est-ce qu'on fait l'autre cours d'histoire économique aujourd'hui? On est rendu au prochain cours d'histoire économique. On est rendu au prochain cours d'histoire économique. Combien sur combien? Là? Je pense que c'est le 6e aujourd'hui. OK. Yep. Donc, on y va de ce pas.